Le journal. Bonsoir à tous, les titres de votre journal. Les structures sanitaires de Medoune, Mizik et Oyem en état de délabrement avancé. Le constat vient d'être fait par le ministre de la Santé en visite de travail dans le Wolintem. La jeunesse gabonaise engagée dans le domaine économique et politique en cette période de crise sanitaire. C'est le dossier de ce journal. Et puis hors de nos frontières au Mali, le M5 et le RFP proposent une transition allant jusqu'à 2 ans à la junte au pouvoir. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Radio Gabon, la référence. En ouverture, la fin de la visite de travail dans le Wolintem du ministre de la Santé Guy Patrick Obiangdong. Après avoir inspecté les structures sanitaires de Medoune, Mizik et Oyem, le patron de la santé a mesuré l'étendue du travail à réaliser pour restaurer ces établissements hospitaliers qui ne répondent plus aux normes. Le point avec notre envoyé spécial Ahmed Ryan Zengi. Dans le cadre de son séjour dans la province du Wolintem, le ministre de la Santé a visité plusieurs entités sanitaires du département du Woleu et de la commune d'Oyem. On pouvait noter dans le département du Woleu, par exemple, la visite de l'hôpital d'enseigne des Bébéignes datant de l'époque coloniale, situé à 15 km de la commune d'Oyem. La structure couvre plus de 28 000 âmes, construite sur une superficie de 20 hectares. Une réhabilitation de cet hôpital est donc envisagée par les autorités sanitaires tout en gardant l'architecture coloniale qu'elle présente. Qu'est-ce que je retiens de cette visite? Simplement, pour moi, ça représente un signe d'espoir. Nous pensons que avec cette visite de l'hôpital de Medoune, le centre médical de Medoune va être réhabilité. Nous comptons 2 grosses difficultés. Il y a la route, mais également le centre médical, qui, je l'espère, va être effectivement réhabilité afin que l'offre de santé s'améliore. À Oyem, le ministre et sa suite ont visité tour à tour le centre de santé urbain, la direction régionale de santé, l'hôpital des Grandes Endémies et enfin le comité provincial de la Croix-Rouge gabonaise. Dr Guy Patrick Obiangdong, ministre de la Santé. Le président de la République, chef de l'État, a dit que la santé est prioritaire. Madame le Premier ministre nous a demandé d'aller toucher du doigt sur le terrain. Au sortir de ces missions, un rapport exhaustif lui sera fait avec des propositions bien évidemment et le gouvernement décidera avec bien évidemment la volonté de faire en sorte que les choses puissent s'améliorer. Je suis également accompagné de monsieur le représentant de l'OMS. Vous savez que l'OMS est le premier conseiller du Gabon en matière de santé. Donc le président de la République nous demande de travailler avec les partenaires parce que ces partenaires ont une bonne expérience en matière de renforcement des systèmes de santé et c'est pourquoi l'OMS est avec nous. Et aussi, ils nous feront des recommandations sur la base de ce qu'ils ont vu pour faire en sorte que la population gabonaise soit bénéficiaire des soins de qualité, mais également d'une offre de soins qui doit être à la hauteur des investissements qui ont été faits. Dans cette délégation conduite par le ministre de la Santé, était présent le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé, l'inspecteur général des services de santé et des autorités politico-administratives de la commune d'Oyem et du département du Woleu. Durant cette visite des structures sanitaires de la province du Wolintem, le ministre de la Santé leur a également remis du matériel médical. Nous écoutons Guy Patrick Obiangdong sur l'économie de son périple dans le Septentrion. Il est au micro de notre envoyé spécial. Le constat général il est identique aux autres provinces que j'ai sillonnées. On a un problème majeur qui aujourd'hui s'affirme, c'est le problème de la gouvernance des structures sanitaires. Nous nous rendons compte que ce sont des structures qui ont des budgets, mais on ne sait pas à quoi servent ces budgets au détriment de la population. Nous avons sillonné le département du Woleu, du département du Haut-Komo et du département du Haut-Kano. Le constat il est difficile. C'est vrai que nous avons un déficit en ressources humaines, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de médecins dans toutes
ces différentes structures sanitaires, mais cela n'explique pas la gestion qui se fait dans ces différentes structures. Nous pensons que ces structures ont du potentiel et que si un bon management était requis, la population pourra véritablement apprécier l'investissement que le président de la République fait en matière de santé. Nous avons découvert par exemple des équipements de radiologie, des équipements de biochimie, des équipements, des appareils qui existent dans ces structures sanitaires depuis des années mais qui n'ont jamais été utilisés. Vous vous rendez compte? Nous avons au niveau du centre hospitalier régional d'OIM un scanner que le président a mis à la disposition de la population d'OIM depuis 2012 et pour 5 millions, ce scanner n'a jamais pu être réparé. Mais avec un peu de volonté, les techniciens sont en train de travailler là-dessus pour réparer cela. Donc c'est un problème de volonté, c'est la première chose et c'est le grand constat que notre système de santé ne souffre pas des problèmes de ressources financières, mais plutôt des problèmes organisationnels. Retour à Libreville pour parler de l'enquête Afrobaromètre consacrée à la perception que les Gabonais ont du conflit homme-faune. Le sujet sera abordé ce lundi à 10h05 à l'émission Gabon Environnement avec le docteur Christian Wali, assistant CAMES et secrétaire permanent du Centre d'études et de recherche en sciences politiques et prospectives. Également invité Boris Cabral Makongo Nzamba, assistant de recherche au sein du même organisme. Je vous propose de les écouter en avant-première. Le conflit entre les hommes et la faune sauvage est un sujet d'actualité et une problématique socio-environnementale sérieuse au Gabon depuis plusieurs années. Et c'est d'ailleurs ce qui a expliqué le choix de l'analyser dans le cadre de ce 8e tour d'Afrobaromètre pour comprendre notamment sa perception, essayer d'expliquer ses facteurs d'aggravation et peut-être contribuer à rechercher des solutions durables de ce phénomène-là. Il s'agit d'un ensemble de nuisances provoquées par différentes espèces animales et ces nuisances se manifestent par la destruction des cultures, par les attaques d'animaux sauvages et même parfois domestiques, par les compétitions pour l'accès aux ressources naturelles, mais également par des atteintes à la vie humaine. On a aussi observé que la dénomination conflit homme-faune n'a pas été bien perçue par l'ensemble des Gabonais, puisque les chiffres le démontrent. Nous avons plus de 57% des Gabonais qui affirment ne pas avoir entendu parler du conflit homme-faune, ce qui semble être contradictoire avec la réalité du terrain. Et on s'est aussi aperçu que moins les personnes interrogées avaient une instruction élevée, moins elles avaient connaissance de ce conflit-là. La connaissance du conflit homme-faune n'est pas l'apanage des instruits. Il y a eu peut-être un biais dans la capacité de poser la question. C'est-à-dire que dire qu'il y a conflit homme-faune, en réalité, c'est peut-être un langage beaucoup trop universitaire. Ce qui fait que ceux qui sont les plus instruits comprennent ce que ça veut dire conflit homme-faune. Quand on parle de la faune, ils comprennent bien de quoi il s'agit. Si on leur avait demandé, est-ce que vous avez entendu parler du conflit homme-éléphant ou de conflit même plus largement du conflit homme-animaux, nous sommes certains que le pourcentage aurait été beaucoup plus élevé. Et avoir posé la question, avez-vous connaissance du conflit homme-faune? Je crois que la notion de faune, je pense que c'était trop savant et ce biais-là, nous nous rendons compte que nous ne l'avons pas perçu en amont et qu'il fallait revenir à des niveaux de langage beaucoup plus simples. Rappelons que l'émission Gabon Environnement est diffusée ce lundi 31 août à partir de 10h05 et présentée par Lise Obonangoro et Arnaud Ondo Ngozogo. Abordons à présent le dossier consacré au dynamisme de la jeunesse gabonaise. Nous débutons par l'exemple de 2 jeunes compatriotes qui se sont lancés depuis 3 ans dans l'entrepreneuriat. Ils fabriquent des tabourets avec des roues de véhicules ramassées à travers le Grand Libreville. Allons à la découverte de leur génie créateur avec Raymond Savou. Jordi Nzambembo et Julius Mabiala, 2 jeunes Gabonais âgés de 24 ans qui ont décidé depuis près de 3 ans de s'investir dans l'entrepreneuriat. Comme travail, ils collectent des pneus usés à la grande décharge de Mindoubé et un peu partout à travers la capitale gabonaise. Une fois collectés, ils procèdent à la transformation de ces pneus en tabourets, comme l'explique Jordi Nzambembo. Notre travail consiste à donc recycler les pneus, ensuite les transformer. On prend les pneus qu'on emmène à notre siège qui est donc au lycée technique Massimo Mabongo, parce que je précise que nous sommes les nord du programme Junior Achievement qui est là-bas à l'aide du matériau que nous avons à nos dispositions. Nous allons transformer ces produits. Notre produit au nom de Turpouf est un pneu soutenu par 4 pieds en bois et une place assise au-dessus pour un confort vertigineux. Nous avons aussi certains modèles avec un dosseur. On va d'un constat, celui de lutter contre le réchauffement climatique par les émissions de gaz à effet de serre, par le recyclage. Après le recyclage, il y a la phase transformation. On va ajouter une valeur à ce pneu-là qui va avoir une valeur commerciale maintenant. Intervient ensuite l'aspect artistique que Julius Mabiala donne à la matière. On utilise le tissu africain, l'habillage aussi en raffia.
pour que ça reflète nos valeurs africaines. Pour fabriquer un banc à base de roue, pour prendre tout le temps nécessaire pour que la chose soit bien sortie, ça nous prend environ 2 heures. On travaille à la chaîne pour que le travail puisse aller vite. Et vu que nous n'avons pas le matériel adéquat, c'est un peu la raison pour laquelle un pouf nous prend 2 heures. Et nous souhaiterons que des partenaires puissent nous soutenir afin que nous puissions améliorer les conditions de travail et que nous puissions terminer notre pouf en moins de 2 heures. Il y a des poufs de 20 000 francs quand on nous demande un pouf seul. On fait aussi en forme de salon. De séjour, on peut faire le salon à 140 000. Un pouf simple, seul, au trop c'est 25 kilos. Voilà un exemple qui colle parfaitement avec la volonté du gouvernement d'orienter la jeunesse gabonaise vers l'auto-emploi. De leur côté, les jeunes du PK12 et PK13 ont choisi le système D pour occuper leurs vacances, surtout en cette période de crise sanitaire. À l'aide de brouettes, ils offrent des services aux particuliers pour les transporter ainsi que leurs marchandises d'un point à un autre de cette zone. Le reportage est de Bernadette Zanhi. Debout devant les magasins brouettes à la main, le jeune Ondo habitant les PK13, plusieurs de ses frères et de ses camarades attendent les clients à la sortie pour acheminer leurs produits jusqu'à l'embarcation. Âgé de 15 ans, le jeune du lycée de Bikele, en classe de 4e, parle de leur initiative. Il n'y avait rien à faire à la maison et quand j'étais venu au 12, j'avais vu les petits faire la brouette et ils m'avaient donné l'envie de faire la brouette. C'est bien, mais c'est aussi difficile parce qu'il y a des clients qui nous découragent en nous payant mal. Il y a certains clients qui disent ça quand tu demandes, elles te regardent d'abord bizarre et après finissent par t'appeler et elles t'encouragent, elles te disent de ne pas faire le banditisme. Malgré la réticence de certains qui refusent les services de ces jeunes vacanciers, les retombées en fin de journée permettent d'aider leurs parents. On peut demander 1000 francs, 500. Et la personne peut nous payer 200, 300. Si c'est à côté, la personne donne ce qu'elle a donné, on ne donne pas de prix. Quand Dieu nous a donné l'argent, on peut gagner 15 000 par jour. On donne d'abord l'argent des brouettes, puisqu'on loue les brouettes, 1000 francs par jour. Et après, tu peux faire un petit marché. Et après, tu peux garder l'argent. Toi-même, tu gardes? Non, c'est ma mère qui garde. Cette initiative des jeunes du 3e arrondissement de la commune d'Ontoum devrait servir d'exemple aux autres pour mieux lutter contre l'oisiveté et le banditisme. On boucle ce dossier avec les jeunes qui se sont engagés en politique, ce qu'on appelle Jeunesse solidaire pour Ali Bongo Ondimba, ont organisé ce dimanche un café politique en vue de faire le bilan à mi-parcours du septennat du président de la République axé sur la jeunesse gabonaise. La rencontre a eu lieu dans le 1er arrondissement de la commune de Libreville avec pour conférencier le secrétaire général adjoint 6 en charge de l'UJPDG. On fait le point avec Ahmad Beni Evaka. 4 ans après l'investiture du chef de l'État dans son 2e mandat, basé sur l'égide de la jeunesse, l'association Jeunesse Solidaire pour Ali Bongo Ondimba, la GESABO, au cours de ce café politique, a bien voulu faire un état des lieux à mi-parcours sur la place qu'occupent les jeunes actuellement. Pour le président de la GESABO, plusieurs actions ont été menées pour honorer la jeunesse gabonaise, mais beaucoup reste à faire. Stéphane Ondias, président de la GESABO. Nous avons suggéré des mécanismes, des voies et des moyens de communication différents pour que la cible se sente plus concernés, notamment les financements à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est une thématique qui est beaucoup revenue dans nos échanges, parce que vous n'êtes pas sans ignorer qu'avec la mesure suspendant le recrutement à la fonction publique, de nombreux jeunes se sont trouvés désœuvrés. Et des opportunités existent, mais ces jeunes ne savent pas souvent comment les capter, parce que les partenaires qui les mettent en place n'utilisent pas les moyens usités par ces jeunes-là pour avoir la bonne information au bon moment. Donc nous, GESABO, qui est une action qui œuvre pour la vulgarisation de l'action politique et républicaine du chef de l'État, nous proposons d'aller capter ces mécanismes-là et d'en faire large diffusion auprès de la cible qu'est la jeunesse. La GESABO, un des relais politiques de la vision du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, après plusieurs années en berne, reprend ses marques en s'affiliant au Parti démocratique gabonais. Selon le secrétaire général adjoint 6 en charge de l'UJPDG, les associations et le parti sont appelés à marcher main dans la main pour renforcer la politique du président de la République. Axel Gesson-Ayenoué, secrétaire général adjoint 6 en charge de l'UJPDG. Nous avons constaté qu'il y a des parts de responsabilité partagées au niveau de l'exécutif, donc du gouvernement, mais au milieu des jeunes également nous-mêmes. On a beaucoup de choses encore à faire pour pouvoir vraiment atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés au début du mandat. Au sortir de cette rencontre, la GESABO se mettra sur le terrain dans les tout prochains mois pour élargir son champ d'action. Le volet éducation du journal est consacré au premier forum national sur l'encadrement et la sécurité en milieu scolaire, sportif et administratif au Gabon. Ces travaux, initiés par l'Union internationale des services publics et assimilés en Afrique francophone, viennent de s'achever à Libreville. Arnaud Ondo, Ngozogo.
Au terme des travaux, les participants au premier forum national sur l'encadrement et la sécurité en milieu scolaire, sportif et administratif au Gabon ont pu comprendre sous toutes ses formes le phénomène de la violence en milieu scolaire. Priska Ntoutoum, représentante des élèves. Nous retenons que la violence se présente comme un fléau préjudiciable sur la société gabonaise en général et sur l'enfant en particulier. En dépit de multiples tentatives d'action mises en place par le gouvernement, dans l'optique d'éradiquer ce fléau, fort est de constater que le dit phénomène prend de l'ampleur au sein des établissements scolaires sur l'étendue du territoire national. La violence en milieu scolaire a endeuillé de nombreuses familles ces dernières années et le thème de cette rencontre, comment améliorer l'encadrement et la sécurité dans le système éducatif au Gabon, apparaît comme une boussole selon le représentant des parents d'élèves, Jacques Ngwandong. Il s'agit là de donner des approches d'intervention, de modification de comportement, de résolution de problèmes dans la diversité des relations sociales et de futures professions qu'on pourra exercer pour le bien-être de notre État. Cela d'autant plus que le forum avait pour objectif de donner une formation à des personnes qui vont être désormais imprégnées du phénomène afin d'assurer un encadrement adéquat et une sécurité à la jeunesse scolarisée. Emmanuel Mvemba, vice-président de l'Union internationale des services publics et assimilé Afrique francophone. Pour y arriver, l'ensemble des participants au dit forum aura convenu de la création d'un corps d'agents d'encadrement de sécurité scolaire dénommé assistant de prévention et de sécurité scolaire. L'ensemble des séminaristes ont tous reçu des attestations de participants et sont prêts à servir en qualité d'assistants de prévention et de sécurité scolaire. Plusieurs recommandations ont aussi été adoptées au terme de cette grand-messe de l'éducation. Écoutons l'essentiel de ces décisions lues ici par le rapporteur des travaux, Ilou Ongonju, sur les propos recueillis par notre reporter. Nous, Union internationale des services publics et assimilés Afrique francophone, recommandons aux plus hautes autorités de la République d'élaborer en urgence des textes juridiques créant le corps d'assistants de prévention et de sécurité scolaire, de créer un code de bonne conduite pour l'encadrement et la prévention des risques de sécurité scolaire avec l'implication des ministères ci-après. Ministère de l'Éducation nationale, ministère de la fonction publique, ministère de la Justice, ministère des Finances, du Budget et des Comptes publics, ministère de l'Intérieur, ministère de la Jeunesse, ministère de la Santé publique et des Affaires sociales, avec les organismes internationaux œuvrant pour l'éducation et la formation dans le monde, créer un partenariat entre l'Union internationale des services publics et assimilés Afrique francophone, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative, créer un partenariat entre l'Union internationale des services publics assimilés, Afrique francophone et les forces de police nationale en vue d'appuyer le corps des assistants dans l'encadrement et la sécurité scolaire qui pourraient être déployés sur le territoire national. Prendre un arrêté gouvernemental précisant le partenariat entre l'Union internationale des services publics et assimilés Afrique francophone, le gouvernement gabonais via le ministère technique en charge de l'éducation et la formation au Gabon. L'actualité hors de nos frontières et au pas de course, c'est avec vous Issa Steve Mofan. On débute par le Mali où les mouvements de contestation mobilisés le 18 août dernier contre le président malien Ibrahim Boubacar Keïta jusqu'à ce que des officiers le renversent ont proposé dans la nuit de samedi à dimanche aux militaires désormais au pouvoir une transition de 18 à 24 mois. Les représentants du M5 RFP les ont accusés de les tenir à l'écart de la future transition censée conduire à un retour des civils au pouvoir. Les colonels ont promis la transition d'une durée encore non fixée. Militaires et responsables maliens, communauté internationale et experts se divisent sur la durée que devrait avoir cette transition et qui devrait en être à la tête. En Somalie, c'est une première depuis 11 ans. Le gouvernement soutenu par l'UNICEF et d'autres partenaires internationaux ayant mené une étude d'ampleur nationale sur les micronutriments, ces vitamines minéraux, oligo-éléments prépondérants pour le développement du corps, mais que l'organisme ne peut pas synthétiser. Ils sont donc quasi exclusivement apportés par l'alimentation. Les résultats dressent évidemment un tableau alarmant de la situation vu l'instabilité
l'instabilité et la pauvreté du pays. 17% des enfants sont en malnutrition chronique, plus de 40% des femmes et enfants sont anémies, plus de 26% ont des carences en fer, 34% des enfants ont une carence en vitamine A, 11% chez les femmes. Cependant, ces statistiques montrent de véritables progrès par rapport à 2009. On y observe une meilleure qualité de la nutrition et une pratique de l'allaitement à la hausse. Enfin, en France, on parle de racisme. La Ligue de défense noire africaine a fait irruption dans les locaux de l'hebdomadaire Valeurs Actuelles samedi écoulé. Dans son dernier numéro, la députée de la France insoumise Danielle Obono y est représentée en tant qu'esclave avec des chaînes au cou. L'hebdomadaire français d'extrême droite est sous le feu de vives critiques. Geoffroy Lejeune, directeur de publication de Valeurs Actuelles, a plaidé un malentendu selon ses propos. Cette fiction avait pour objectif l'inverse de ce qui leur est reproché. Selon lui, cette fiction racontait une réalité, celle des atrocités de l'esclavage du XVIIIe siècle commis par des Africains sur d'autres Africains. La Ligue de défense noire africaine dénonce un racisme d'État et invite ses partisans à se rassembler lundi devant le siège du journal. Merci Issa Steve Mefan. Dans un instant, les sports. Les nouvelles de sport sont développées ici par Rostand Vekabrisnan à l'entame du football avec cette aide financière de la FIFA à la FEGAFOOT pour atténuer les effets néfastes du Covid-19. Merci Pierre-Désiré Vélénam. Pour atténuer les effets néfastes du Covid-19 sur les footballeurs gabonais, le président de la Fédération gabonaise de football, Pierre-Alain Mungengi, qui a justement effectué la distribution il y a quelques jours, mais que de réclamations, c'est ce que nous verrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Allié à cet aspect de l'actualité sportive nationale, la tonitruante prestation de notre compatriote Pierre-Emerick Aubameyang dans son club d'Arsenal, PA qui a mis tout le monde d'accord sur ses capacités à toujours constituer les 50% des forces de son club en étant le principal artisan d'Arsenal pour la victoire contre Liverpool au tir au but, temps réglementaire un peu partout, lors de la finale de la Super Coupe d'Angleterre disputée hier. Toujours à l'étranger, la Fédération internationale de football association FIFA a décidé de suspendre le processus électoral de la Fédération ivoirienne de football suite à l'invalidation de la candidature de Didier Drogba, Lorik Koupangoy. La candidature de Didier Drogba à la tête du football ivoirien a été rejetée par la commission électorale de la FIF, faute d'avoir obtenu les soutiens nécessaires. Suite à cette décision, la FIFA a décidé de suspendre le processus électoral pour consulter les dossiers des candidats. Didier Drogba espère que son dossier sera retenu après consultation par la FIFA. Rémi Ebanega, président de l'association des footballeurs professionnels du Gabon. Et c'est dommage que la candidature soit rejetée. C'est sûrement un problème de dossier. Peut-être qu'au niveau de l'équipe de Drogba, il y a certaines conditions peut-être qui n'ont pas respectées. Parce que quand on décide aussi de se présenter à la tête d'une institution comme la Fédération ivoirienne de football, il y a un travail préalable pour constituer légalement son dossier. Parce que c'est une immense personnalité, pas que pour la Côte d'Ivoire, pour toute l'Afrique et même pour le football mondial. Donc c'est une déception pour tout le monde de savoir qu'en Côte d'Ivoire, où Drogba est suprême et que son message n'arrive pas à être perçu. Avec à son actif 106 sélections, l'ancien capitaine des éléphants de la Côte d'Ivoire se dit prêt à prendre les rênes de la Fédération ivoirienne de football, malgré le peu d'expérience en tant que manager. Il y a deux milieux. Le milieu du football en tant qu'acteur, participant, direct, c'est-à-dire le footballeur, est différent du milieu administratif. Il est important de se conformer aux règles. Même en Europe, c'est des cercles très fermés. Il vaut mieux commencer par la petite porte au lieu de directement vouloir défoncer la grande porte. Il apprend aussi. Maintenant, il faudrait qu'il se prépare pour revenir en force parce qu'on a besoin de ces entités-là, ces anciens footballeurs de grande carrure, pour nous permettre aussi de nous positionner dans la gouvernance du football dans nos différents pays. Âgé de 42 ans, Didier Drogba a été finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations en 2006 et 2012. Il a obtenu le Ballon d'Or africain en 2006 et 2009 et remporté la Ligue européenne des clubs champions en 2012 avec le club anglais Chelsea.
Dernière nouvelle de cette page sportive, le mercato estival risque d'être très mouvementé et incertain pour le milieu de terrain international gabonais Mario Lemina. Southampton, club de première ligue anglaise avec lequel est lié Mario Lemina jusqu'en juin 2022, souhaite définitivement se débarrasser de lui, mais contre une enveloppe de 9 millions d'euros, soit un peu plus de 6,2 milliards de nos francs. Bon nombre de clubs qui souhaitaient obtenir l'international gabonais en prêt ont vite déchanté. C'est le cas de Werder de Brême, de Besiktas, etc. Mais le refus des Saints de prêter le joueur rendait la transaction difficile. Heureusement pour le milieu de terrain des Panthères du Gabon, le club anglais de Fulham Football Club, nouvellement promu en première division anglaise, la saison prochaine accepte d'ouvrir son porte-monnaie. C'est d'ailleurs depuis hier que Mario Lemina a été soumis à la traditionnelle visite médicale. Merci Rostand Vekabisnan. Nous procédons à présent au rappel des titres. Les structures sanitaires de Medoune, Midzik et Oyem en état de délabrement avancé. Le constat vient d'être fait par le ministre de la Santé en visite de travail dans le Wellington. La jeunesse gabonaise engagée dans le domaine économique et politique en cette période de crise sanitaire. C'était le dossier du journal. Et puis hors de nos frontières au Mali, le M5 et le RFP proposent une transition allant jusqu'à 2 ans la junte au pouvoir. Fin de cette principale édition d'information de la soirée, mise en onde Thierry Wagna, montage Shelly Manéa. Le journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction de Radio Gabon La Référence. Merci de l'avoir suivi. Je suis Pierre Désiré Mvelenam. Je vous dis à la prochaine sur les ondes de la chaîne mère. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.